Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le sport. Mais avant de commencer, il est très important de bien s'échauffer et peut-être de s'étirer. Donc, étirement dynamique ou statique, Thibaut? Dynamique pour commencer, en tout cas, certainement. Très bon choix, très bonne réponse pour éviter de se blesser. Mais nos auditeurs ne savent peut-être pas qu'en fait, nous sommes tous les deux sportifs, en fait. Donc, la question n'était pas vraiment un piège. Non, c'est vrai. Même si j'ai quand même l'impression, en tout cas, si je peux parler pour moi, de refaire souvent les mêmes erreurs, encore et encore. C'est ce qui nous départage des grands et des plus petits sportifs. On a une belle sélection de livres et de films, quelques séries aussi, et le thème, ce sera le sport. On va couvrir pas mal de sports différents, et je sais que pour commencer, tu as trouvé une chouette œuvre de Philippe Delerme sur différents sports. Oui, alors Philippe Delerme, on le connaît comme l'auteur des Petits plaisirs. Tout le monde peut citer La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qui étaient sortis il y a déjà, je pense, plus de 20 ans maintenant. Et en fait, donc ça c'est la première fois qu'il s'est fait connaître, il en avait vendu, je pense, 1 million d'exemplaires. Et puis, donc, à côté de ça, il publie parfois de courts romans, mais il a continué dans cette veine de petits textes, avec parfois une thématique plus particulière. Et c'est le cas ici pour La tranchée d'Arambert et autres voluptés sportives, qui traite donc de sport et qui est sorti en 2007. Alors, donc, ce sont toujours des textes très courts, qui font une ou 2 pages, rarement 3, et ça parle en fait de petits moments de sport dont il se souvient, avec finalement une certaine nostalgie. Donc ça parle un peu finalement de ces moments qu'il a vécu dans sa jeunesse, comme des Madeleines de Proust. Donc on retrouve par exemple la rivalité entre Anquetil, Poulidor, des choses comme ça. Et même ces plaisirs en fait, parce que maintenant en fait dans le sport tout est live, tout est instantané. À l'époque en fait on découvrait, on suivait à la radio par exemple, on découvrait les résultats pas tout de suite. Et voilà, donc je dirais que c'est un peu nostalgique sans être passéiste pour autant, parce que je pense pas que Delerme le soit. C'est juste le plaisir de se remémorer comme toutes ces petites voluptés. Et alors j'aurais peut-être dû commencer par expliquer le titre, parce que donc La tranchée d'Arambert ou Trouée d'Arambert, en fait c'est un passage pavé, le passage pavé le plus connu de Paris-Roubaix, qui n'existait pas d'ailleurs, je pense, au tout début de la course, au moment où il a été créé. Donc ce n'est que seulement beaucoup plus tard qu'on est passé par là. On va dire que c'est le premier grand moment de Paris-Roubaix. C'est pas encore le moment où tout se décide. C'est un secteur pavé beaucoup plus loin quand même. Il y a un des textes, il explique, c'est à partir du moment où on se dit, voilà, maintenant la course, elle est vraiment installée et c'est à partir de maintenant que les choses vont commencer à se décanter. D'accord. Et toi, quels sont tes grands moments de sport, si tu devais en citer un ou deux? Ah tiens, c'est une bonne question. Écoute, pour le moment, en plus justement, il y a Roland Garros qui vient de commencer. C'est drôle parce que je me rappelle très très bien, j'étais encore à l'UNIF, du match entre Goffin et Federer, que Goffin avait perdu, je pense que c'était quelque chose comme en 8e de finale, ou 8e ou 16e de finale, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois en fait où on a vraiment entendu parler de David Goffin, où il s'est fait remarquer. Alors c'était amusant parce que le match, il le faisait avec c'était son idole en fait. Donc tous deux, lui aussi devenu finalement joueur pro, mais qui rencontre son idole. Et donc du coup c'était un moment en fait un peu émouvant aussi en même temps. Donc je crois que c'était assez chouette à voir. Et ouais voilà, spontanément, moi honnêtement je suis pas très foot, donc je n'ai pas de grands moments. Ce sera jamais lié au foot comme peut-être la plupart des gens, ou comme imaginaire collectif. Je pense que les émotions sportives sont souvent liées au football. Ah, c'est pas trop mon cas. Ouais voilà, spontanément c'est ce qui me vient. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et toi? Ouais, je dirais qu'il y a aussi quelques moments de tennis, plutôt un peu plus tôt dans la décennie précédente. Quelques matchs de Justine ou de Kim. Ah oui, leur finale, ça je me rappelle. Leur finale. J'avais vu ça chez mes grands-parents, donc ça je me souviens aussi. La belle épopée de Malice aussi à Wimbledon, je pense en 2002, avec, je crois justement c'est peut-être la deuxième année où Federer commence à dominer pas mal le tennis. Donc je me souviens aussi de son arrivée en 2001, si je ne me trompe pas. Et les années Rafael Nadal à Roland Garros aussi, la première victoire, un peu moins les autres. Je dirais aussi ça, je m'en souviens assez bien. Et puis quelques moments en football. Je pense que toujours les finales de Coupe du Monde, il y a toujours, je jette quand même toujours un coup d'œil et je m'en souviens en général assez bien. À part ça, je
me souviens un peu de la rivalité entre Armstrong et Ulrich. Bon, il y a toujours un peu de drama pendant les contre-la-montre, par exemple, ou par après les histoires de doping entre les deux. Oui, Et mauvaise ouais, année cyclisme. ouais, ça je m'en souviens assez bien. Tu parlais de Philippe Delerme et donc de toute cette période qui comporte vraiment beaucoup de nostalgie, où on ne connaissait pas toujours les scores en direct, où il n'y avait pas vraiment une analyse de données, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de voir un film que j'ai terminé hier, c'est Moneyball. Ça a été réalisé par Bennett Miller. Et là, c'est un film sur le baseball. Donc ça, je dois dire que c'est un sport qui ne nous concerne pas tant que ça ici en Europe. C'est plutôt aux États-Unis et un petit peu au Japon et en Corée. Et c'est l'histoire vraie de Billy Beane et la vision qu'il a apportée au baseball, une vision vraiment révolutionnaire basée sur l'analyse statistique qui s'appelle en fait dans le baseball la sabémétrie. Donc c'est vraiment un peu comme l'économétrie du baseball. Et ils vont prendre une approche vraiment différente. Il représente un petit club, le club de Oakland. Et il en a vraiment marre de perdre toujours contre, par exemple, les New York Yankees, le fameux club de la côte Est. Il a un budget qui est vraiment trop faible par rapport aux autres grosses écuries. Et il va rencontrer par hasard un économiste qui vient de sortir de Yale. Ils vont discuter un petit peu du baseball. Le personnage principal ici, Billy Beane, qui est joué par Brad Pitt, il a un peu raté sa carrière de baseball. Donc, il avait le choix entre aller à l'UNIF ou commencer une carrière de baseball. Il a fait le choix du baseball et il l'a regretté par la suite. Ça s'est mal passé. Il est devenu scout par après, donc il faisait tout ce qui était recherche de joueurs, essayer de trouver la perle rare. Et donc, avec cet analyste, cet économiste qui est joué par Jonah Hill, qu'on connaît pour quelques rôles dans Wolf of Wall Street notamment. Ils vont prendre une approche vraiment différente du baseball et ils vont analyser des métriques, des données bien précises que personne ne regarde auquel personne ne fait attention pour le moment. Et grâce à ça, ils vont parvenir à faire vraiment une très belle série de rencontres à travers le championnat, gagner 20 matchs de suite notamment, qui est un record à l'époque. Et ça va être une révolution pour le sport parce que d'autres clubs vont par la suite s'inspirer de cette approche et gagner le championnat s'inspirant de cette technique, de cette approche plutôt analytique. Donc, n'étant pas fan de baseball, j'avoue qu'il y a pas mal de terminologies qui sont peut-être pas toujours faciles à comprendre, les positionnements sur le terrain, mais ça reste intéressant de voir une partie de l'histoire du sport, de l'importance des données dans ce sport-là. Ça a eu lieu, si je ne me trompe pas, au début des années 2000. C'était le début de la grande époque pour ce coach-là. Malheureusement, il n'a jamais gagné le fameux World Series, donc qui est une sorte de championnat américain, un peu le Graal pour tout manager de club. Mais ça a bien changé le sport du baseball, qui avait au départ un côté plus romantique, un petit peu plus le côté de la chance, la beauté du sport, du geste, l'élégance de certains joueurs, et qui par la suite a commencé à plus se professionnaliser et à se concentrer sur pas mal de pourcentages. C'est assez technique dans le baseball, qui a perdu un petit peu de ce côté plus aléatoire. Si je ne me trompe pas, je pense que Brad Pitt a été listé pour un Oscar. Ne l'a pas obtenu pour ce rôle-là, mais il avait reçu aussi des félicitations pour le rôle. Si je vois, parce que en français, c'est sorti sous le titre Le Stratège, apparemment. Donc en 2011, moi, j'avoue que ça me dit rien du tout. Évidemment, un film sur le baseball, c'est plus difficile, ça s'exporte sans doute plus difficilement, mais bon, il est quand même sorti en France, je vois, donc j'imagine chez nous aussi. Oui, et il était rentable au box-office apparemment. Oui, et surtout sur le territoire américain, j'imagine. Ouais, quand même, Ouais. effectivement, le film avait plusieurs nominations aux Oscars, donc ouais. Ça reste un sport assez Très fou en fait, américain. très Très américain. américain, ouais. Parce qu'en préparant le podcast, je cherchais une liste par exemple, des meilleurs livres sur le sport. Il y a beaucoup de livres sur le baseball qui ressortent, mais ça aurait été un petit peu trop cryptique pour le podcast. Ça aurait manqué d'attrait. Et puis, c'était pour Moneyball qui est sorti donc en 2011. Et puis alors, je sais que justement, le Billy Beane dans le film, il regrette un peu ses choix de vie. Il y repense. Il remet un petit peu en question ses choix. Et il regrette par exemple d'avoir choisi le baseball. C'était la seule décision de sa vie pour l'argent. Un peu plus tard dans le film, on lui propose, quand sa technique fonctionne super bien, on lui propose un contrat de 12 millions par an pour changer de club. Il le refuse, puis il ne parvient donc jamais à gagner ce fameux championnat. Mais c'est aussi un peu le thème d'un week-end dans le Michigan, ce que tu me disais juste avant qu'on commence à enregistrer, de Richard Ford.
avec une réflexion sur les choix de vie d'un journaliste Oui, sportif. exactement. En fait, c'est le premier volume donc, d'un cycle qui s'appelle la série donc, de Frank Bascombe, qui est le personnage que l'on suit tout au long des différents romans. Et donc, ça s'appelle donc Un week-end dans le Michigan, mais c'est sorti en anglais sous le titre The Sports Writer, donc le journaliste sportif. Et c'est pour ça que ça rentre bien dans le thème d'aujourd'hui. Et donc, sorti en 86, seulement traduit en 1990 en français. Bon, aujourd'hui, Richard Ford, évidemment, c'est traduit directement, donc on l'a l'année d'après ou la même année s'il sort tôt dans l'année. C'était pas encore le cas à l'époque, mais c'est le premier aussi par lequel Richard Ford s'est fait connaître vraiment aussi aux États-Unis, puisqu'il était cité dans les 5 meilleurs livres de l'année selon le Time, en 1986. Et puis plus tard, même le Time l'a repris comme la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise en 2005. Donc voilà, premier roman, enfin c'est pas son premier roman, en tout cas le premier par lequel il s'est vraiment fait remarquer. Alors donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on est au début des années 80. Et donc Frank Bascombe c'est un journaliste sportif, il vit dans le New Jersey, et alors il a, des années auparavant, il a un recueil de nouvelles qui avait eu du succès, mais depuis il n'a plus vraiment écrit, il a préféré se rediriger en fait vers le journalisme sportif et des choses finalement plus factuelles. Alors on apprend au fur et à mesure du récit qu'en fait donc il est divorcé de sa femme, qu'il ne cite jamais, qu'il appelle X. Ils ont des enfants, mais surtout il y en a un d'entre eux qui est mort, et c'est de là qu'en fait leur mariage s'est peu à peu dissolu. Enfin, en tout cas, voilà, ça n'a plus fonctionné. Mais le titre français ne le cache pas, ça se déroule ici sur un temps très court, jusqu'à un week-end, donc 2 ou 3 jours. Et c'est la caractéristique principale des Frank Bascombe, donc de la série, parce qu'à chaque fois, on va retrouver le même personnage à plusieurs moments de sa vie, donc forcément, il vieillit. Il change même de carrière. Je peux dire que dans le deuxième, il est agent immobilier, si je me souviens bien, qu'il devient agent immobilier, mais c'est pas du tout le cas dans le premier. Et c'est à chaque fois en fait sur 2 ou 3 jours. Et on a quand même pourtant des romans qui dépassent allègrement les 400 pages. Et Indépendance, si je me souviens bien, c'est presque le double ou en tout cas beaucoup plus gros. En fait, c'est toujours, on pourrait dire qu'il se passe rien, il se passe pas grand chose. Puis ici, en l'occurrence, c'est beaucoup de flashbacks, voir un peu finalement certains choix de vie, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et aussi une certaine critique aussi du rêve américain, d'une bourgeoisie, certaine bourgeoisie aussi. Voilà, beaucoup de réflexions sur la vie aussi. Et alors moi, ça me marque toujours parce que c'est toujours très très précis dans les réflexions. Ce qui rend le personnage, je trouve, extrêmement vivant à chaque fois. Et ça, c'est la marque des grands, des grands auteurs, je trouve. Donc voilà. Alors Richard Ford fait partie de mes auteurs préférés. Donc si j'avais relevé une citation quand même qui, je trouve, qui traduit en fait assez bien le ton. Donc je propose de la lire. Je considère ma propre histoire comme une carte postale. D'un côté, des paysages, et de l'autre, aucun message significatif ou mémorable. On peut s'affranchir de ses débuts dans la vie, nous savons tous, et non à cause d'un quelconque projet malveillant, mais à cause de l'existence elle-même, du destin, de la pression du présent. L'empreinte de nos parents sur nous et du passé en général est selon moi surfaite. En effet, à un moment de notre vie, nous sommes seuls sur Terre et rien ne peut plus modifier cet état de choses en bien ni en mal. Alors, pour la petite anecdote aussi, donc je vous ai dit, donc c'est une série, donc il y a un week-end dans le Michigan, puis il y a eu Indépendance, traduit en 96, L'état des lieux en 2008, En toute franchise en 2015. Je les ai tous lus, bien entendu. Et alors, la petite surprise en préparant, c'est que aux États-Unis, enfin, en tout cas en anglais, sort le 5e, le 13 juin. Donc vraiment ici dans quelques jours. Il n'écrit pas que ça, évidemment. Entre-temps, il y a d'autres romans ou des récits plus autobiographiques parfois aussi. Et donc ici, donc, il y a un 5e qui sort. Et quel sera le thème cette fois-ci? Oh, je ne sais pas du tout. Je suis pas allé plus loin. Parce que je sais bien que dans l'Indépendance, par exemple, là, c'est un week-end avec son fils, si je me souviens bien. Oui. Il essaye un peu de renouer et ça se passe pas très très bien. Et oui, c'est le moment aussi où c'est à ce moment-là, je pense qu'il parle de la période d'existence, quelque chose comme ça, un concept qu'il imagine. Voilà, moi je suis vraiment, je répète, vraiment très très fan de cette manière d'analyser la vie et sans. Franck Masson, il voit sa vie sans concession avec lui-même. Il est sans concession, parfois un peu désabusé, mais sans être pour autant totalement pessimiste. Voilà, donc j'aime bien cette façon de voir les choses aussi. Oui. Et donc il indique aussi qu'on est plus ou moins libre de sa destinée, étant donné qu'on peut se détacher de l'éducation qu'on a reçue, que par la suite, Oui, je dirais on ça. est face à Après, nous-mêmes. Oui. oui, je n'ai pas réalisé d'analyse complète du personnage, donc j'aurais peur de dire des bêtises en tout cas. Mais oui, je dirais ça, je serais d'accord avec toi. Ouais. D'accord.
Et puis alors, qu'il y ait une destinée ou non, il y a quelqu'un dont je vais parler maintenant qui a eu une vie plutôt chargée jusqu'ici, c'est O.J. Simpson. Donc peut-être pas très connu en Europe non plus. Il s'agit d'un ancien footballeur américain et il est surtout connu après sa carrière de sportif pour le procès dont il était vraiment la cible principale. Bon, Netflix a fait une série qui s'appelle O.J. vs. The People. Donc, c'est une série télévisée dramatique qui va retracer ce procès-là. Donc, pour un petit peu remettre dans le contexte, O.J. Simpson, c'est à l'époque la grande star du football américain. Il est retraité depuis quelques années et c'est une des premières grandes célébrités noires dans le sport et elle est célébrée par l'Amérique tout entière. Donc, à l'époque, on le voit dans beaucoup de publicités. Ça passe du jus d'orange, O.J. Orange Juice, pour des voitures de location, par exemple Hertz ou d'autres. Et il s'est installé, je pense que c'est dans des quartiers riches. Je crois que ça doit être Beverly Hills, avec sa compagne. Et on commence déjà à le critiquer parce qu'on lui reproche par exemple de renier ses origines, de s'être parqué dans ce quartier de riches et d'être assez indifférent au combat pour une justice sociale que les Noirs américains rencontrent tous les jours. Donc on a par exemple quelques citations de sa part. Il insiste qu'il n'est pas noir mais qu'il est O.J. Mohamed Ali va aussi le critiquer. Il considère qu'il s'agit d'un contre-révolutionnaire, qu'il va vraiment à l'encontre de tout ce qui est fait. Et la série va donc se concentrer sur un événement assez sordide. Il s'agit en fait du meurtre de sa compagne et de l'amant de cette compagne et le procès qui a suivi. On va donc suivre différentes personnes impliquées dans cette affaire. Évidemment, il y a O.J. Simpson, mais il y a aussi le groupe d'avocats qui va orbiter autour de lui. Et parmi ces avocats, il y a un certain Robert Kardashian. Donc si le nom vous dit quelque chose, eh bien, il s'agit du père de. Et cet avocat Kardashian, il est joué par quelqu'un que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre, David Schwimmer. Oui, c'est le fameux Ross Geller de Friends. C'est d'ailleurs très drôle de le voir, par exemple, David Schwimmer, de le voir dans ce rôle. Il joue presque le meilleur ami, en fait, d'O.J. Simpson dans cette série. Ils jouent souvent au golf ensemble et il va être assez paniqué, plutôt perdu. Comment approcher la défense de son meilleur ami? Il se rend compte que toutes les preuves sont contre lui. C'est vrai, c'est un procès très spécial, surmédiatisé. Il va être soutenu par la suite par John Travolta. Donc, il joue aussi un autre avocat qui a aussi son équipe autour de lui. Et de nos jours, cette affaire O.J. Simpson est vraiment rentrée dans la culture populaire. Il y a eu quelques moments clés. Par exemple, la fameuse course-poursuite sur l'autoroute. O.J. Simpson est avec un ami dans leur Ford Bronco, donc c'est une sorte de gros van blanc. Et ils sont suivis par une dizaine de voitures de police avec un hélicoptère et tout est retransmis à la télé en temps réel. Donc ça devient aussi une source par la suite de moqueries. On a fait pas mal de parodies. Entre guillemets, un grand moment de télévision aussi. Il y a un autre moment avec le gant, ce fameux gant, une pièce à conviction. On dira qu'il était peut-être trop petit pour les mains d'O.J. C'est une pièce clé dans ce procès et dans l'enquête de manière générale. C'est une série, je pense, qui compte plus ou moins 10 épisodes. C'est une production du réseau FX. Dans certains pays, Netflix a racheté les droits. Ça offre une plongée que je trouvais plutôt captivante dans un procès très médiatisé aux États-Unis qui a eu un gros impact par la suite sur la pop culture et puis sur la population en général. De très belles performances, par exemple de Cuba Gooding qui joue O.J. Simpson et puis il y a aussi Sarah Paulson qui joue Marcia Clark. Ils parviennent vraiment nous transmettre une belle émotion, un petit peu aussi leurs démons. Donc on voit des sauts d'humeur assez importants d'O.J. Simpson. Parfois on est tenté de sympathiser avec lui, puis on se rend compte, on commence à douter un petit peu de ce qu'il nous raconte. Je pense que c'est un regard plutôt équilibré sur cette affaire qu'on nous présente, avec des perspectives des deux côtés, de la défense et du côté de l'accusation. Je trouve que c'est un bon moment de télévision. Ça fait partie, si je ne me trompe pas, de la série sur les grands crimes aux États-Unis, qui a été produite par la chaîne FX, avec notamment aussi des épisodes sur l'assassinat de Gianni Versace et d'autres. Oui, et je vois que la saison 3, c'est plus un assassinat, là, c'est l'affaire Lewinsky. Ah, d'accord. Oui, apparemment, saison 3. Et alors, donc on en a, ça abandonne visiblement les crimes, quoi. On voit des choix de vie, une destinée très spéciale. Pour passer d'un crime de violence extrême, quelque chose de plus léger, on peut parler
Haruki Murakami et de son livre What I Talk About When I Talk About Running. Je n'ai pas le titre en français. Et en fait, dans cette œuvre, Murakami va nous parler de sa passion pour la course à pied, mais aussi du côté méditatif qu'elle peut lui procurer. C'est une œuvre très fluide, introspective, que j'ai trouvée très honnête, et il parvient vraiment à capturer l'essence de la course à pied, et il le lie à son expérience de vie, d'écriture. Il nous explique, si je me souviens bien, ses débuts d'écrivain, son besoin de courir pour se régénérer. Donc, il se concentrait sur une course par jour. Je crois qu'il essaie de courir plus ou moins 10 km par jour. Il a commencé de manière très légère et puis il a pu faire grossir ce volume de course. Par la suite, il a même tenté quelques ultramarathons. Donc, ça reste toujours assez impressionnant. Je pense qu'il a sûrement parcouru 100 ou 140 km. Il avait rejoint quelques courses très connues au Japon, avec des réflexions sur sa vie, sur lui-même pendant la course et cette capacité qu'il a eu à se dépasser. Je trouve ça plutôt inspirant. C'est paru en français sous le titre Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. D'accord. Ouais, le titre résume bien aussi. Ouais. Donc c'est un petit clin d'œil en fait, le titre anglais, parce que ça fait référence à, je ne connais pas le titre en français non plus, mais ça fait référence à de quoi je parle quand je parle de l'amour. Ouais. Et ici c'est sur la course. Donc de manière générale, j'ai trouvé que c'était une narration honnête, avec une belle sagesse de sa part et une exploration vraiment intéressante sur les relations entre le corps, l'esprit et la créativité. Parce qu'il en avait vraiment besoin pour pouvoir continuer d'écrire et se régénérer à chaque fois. Et alors peut-être une dernière transition assez facile, étant donné qu'on parle de course à pied. Et puis alors je te passe le micro, Thierry. Ici c'est Shoe Dog de Phil Knight. Alors si ça ne vous dit rien, peut-être que le logo vous dira quelque chose. C'est une sorte de virgule, le fameux swoosh de Nike ou de Nike, ça dépend comment on le prononce. Et c'est c'est un récit autobiographique plutôt captivant, cofondateur de Nike. Pour commencer, de quoi s'agit-il quand on parle de Shoe Dog? Lui-même, il explique qu'un Shoe Dog, c'est quelqu'un qui est passionné, qui va consacrer toute sa vie à fabriquer, concevoir, acheter et vendre des chaussures. Donc, il a eu l'occasion, à travers sa carrière, d'en rencontrer. Il se considère maintenant plus ou moins aussi comme un shoe dog. On va suivre, en fait, son histoire depuis les années 60 jusqu'aux années 80, plus ou moins un laps de temps de 20 ans. Et on va le suivre, lui et une équipe faite de marginaux, c'est lui qu'ils appellent de cette manière, des anciens athlètes, des anciens collègues de bureau, une personne en chaise roulante, quelques personnes en surpoids. Et malgré tout ça, lui-même n'y croit pas qu'il puisse construire une équipe pour parvenir à vendre des chaussures. Une équipe qui puisse tenter les gens à acheter des vêtements de sport. Ça va commencer dans les années 60, après son retour d'un certain tour du monde. Il n'est pas convaincu qu'un job en entreprise est vraiment ce qui lui convienne. Et il va décider de se lancer dans cette entreprise-là, de créer une marque de vêtements de sport, plutôt de chaussures pour commencer. Il ne démarre pas de nulle part. Il a eu l'occasion de courir aussi quelques championnats nationaux et plutôt au niveau de son état, l'état de l'Oregon aux États-Unis. Il vient du côté de Portland. Et c'est une histoire où on va vraiment nous faire partager et découvrir tous les coups bas, la loyauté, les crises, la croissance exponentielle, avec par exemple un doublement des ventes tous les ans pendant plus de 10 ans, mais aussi certaines contradictions, le fait de faire 6 millions de ventes et d'avoir à peine un centime en banque. Ça, je pense que ça doit te parler, Thib, en tant que contrôleur financier. Problème de cash flow, l'idée de vouloir grandir trop rapidement. Et puis aussi son amour et sa passion pour la course à pied. Il va citer quelques légendes de l'époque, certaines légendes aussi disparues trop tôt, donc il y a quelques accidents dramatiques. Et on va aussi nous partager quelques innovations clés. Donc il y a la fameuse semelle qu'ils ont créée en utilisant un moule à gaufres pour perfectionner. Donc c'est la fameuse Moon Shoe, et c'est la première chaussure qui a été créée par la marque Nike. Et puis quelques innovations supplémentaires, notamment les poches d'air dans les chaussures. C'est l'époque aussi des premiers contrats avec des athlètes. Il y a des intérêts évidemment partagés, donc ne le font pas gratuitement. Ils veulent plus de visibilité, mais c'est aussi pour essayer de soutenir des coureurs pros qui ne sont à peine payés, qui ont du mal à survivre. Donc ça, c'est donnant-donnant. Et il y a aussi cette rivalité avec Adidas, qui était déjà
un mastodonte à l'époque, Puma aussi, et la consécration de voir passer sa marque de plus ou moins $4 000 de vente annuelle à plusieurs milliards, de pouvoir dépasser Adidas. Phil Knight, l'auteur et le cofondateur, via ce mémoire, va approcher, différentes parties. Je trouve qu'il y avait un petit côté roman d'apprentissage. Donc on passe des jeunes années, les années 60, il a plus ou moins la vingtaine, aux années 80, donc il est déjà bien, il commence à s'établir, et il termine avec un dernier chapitre pour vraiment clore son histoire, où on comprend la fin de chaque personnage. Donc on est déjà dans les années 2010-2015, il y a eu plusieurs décès dans son groupe, et on termine un petit peu toutes les lignes de récit, s'aligne à soi. Et malheureusement, on va aussi entendre parler de quelques drames familiaux. Et le dernier point, j'ai trouvé que c'était aussi une manière pour lui de régler ses comptes, en fait, sur quelques affaires, notamment l'affaire des sweatshops, les ateliers de misère, qui avaient fait beaucoup de bruit et s'en suivirent pas mal d'améliorations de conditions pour les travailleurs aussi, avec pas mal de contradictions. Donc, il raconte par exemple qu'il est difficile de décider de payer les ouvriers, par exemple de tripler leur salaire parce que les gouvernements locaux seraient plutôt contre. Ça apporterait une certaine instabilité au niveau de la société, vu que les travailleurs d'usine gagneraient plus que les docteurs, par exemple. Il y a comme ça quelques contradictions, il essaye de nous convaincre, ça reste à voir, ça se discute. Mais de manière générale, c'était une belle approche sur l'industrie du sport, l'importance des partenariats entre les marques, les athlètes. Et ce livre met vraiment en évidence cette passion qu'il avait pour le sport et pour la course à pied. Je sais pas si tu as vu, mais il y a un film justement qui est sorti cette année, Air. J'ai pas vu, hein, mais du coup, ça aurait pu, enfin, on aurait pu faire encore une belle transition après. Qui parle justement de comment est-ce que Nike a réussi à courtiser Michael Jordan et d'en faire vraiment presque une égérie. Et c'est justement, ça fait référence à ce que tu disais, et c'est à ce moment-là que Nike a pu surpasser comme ça Adidas, Puma, alors que jusqu'alors c'était encore une petite marque. Ça a été un des moments clés. Il y a eu vraiment beaucoup de moments clés dans cette histoire. Le livre est divisé en chapitres, donc un chapitre, c'est une année, donc on parvient vraiment à le suivre étape par étape, avec toutes les crises, les problèmes au niveau des productions, problèmes de livraison, parce que tout était livré du Japon, puis il a fallu un peu se diversifier, et les premiers, ils appellent ça, les premiers contrats, les fameux endorsements avec quelques stars clés. Et il y a eu le moment de Jordan, ça a été un moment clé pour passer à la vitesse supérieure, c'est vrai. Et alors sur la course à pied, je sais qu'on a encore deux sujets, plutôt des films ou films documentaires. De ton côté, Jim? Oui, tout à fait. J'aimerais vous parler en fait des Chariots de feu, qui est un film de Hugh Hudson sorti en 81. Alors, en fait, c'est un film que tout le monde connaît parce que c'est vraiment devenu. Il est entré dans la culture populaire. Alors, par exemple, déjà la première scène en fait où on a tous ces jeunes qui courent sur la plage sur le son de la musique de Vangelis, Titles. Là, ça c'est une image déjà qui est très connue. À tel point que lors en fait des Jeux Olympiques à Londres en 2012, lors de la cérémonie d'ouverture, on a Rowan Atkinson qui est sur son piano, qui commence à jouer cette fameuse note en fait répétitive. Il s'endort en fait sur son espèce de piano synthétiseur et il se rêve en train de courir sur la plage en même temps que ces jeunes hommes. Donc la musique, cette image qui est donc a été utilisée, et tout ça montre en fait que c'est vraiment devenu un film culte. Alors de quoi ça parle en fait? Eh bien, c'est une sorte de rivalité en fait entre deux sportifs britanniques. Alors il y en a un qui est juif, voilà, qui subit en fait un peu un racisme lié à cela. Et puis de l'autre côté, en fait, on en a un autre qui, lui, est un chrétien, mais ultra pratiquant et qui, en fait, se trouve confronté au fait qu'il devrait courir un dimanche, alors qu'un dimanche, il ne peut pas, puisque sa religion l'interdit. Voilà, donc cette rivalité entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle les chariots de feu? En fait, ça fait référence à un poème de William Blake qui s'appelle And Did Those Feet in Ancient Times, et qui est beaucoup plus connu en fait sous le titre Jérusalem, qui est un des hymnes britanniques. Parce qu'il faut savoir que au Royaume-Uni, il n'y a pas d'hymne officiel. On chante souvent le God Save the King désormais, mais en réalité officiellement ça n'existe pas. Et il y a plusieurs en fait hymnes. On a l'occasion de voir ça en fait quand on regarde la Last Night of the Proms, clôt en fait le festival des BBC Proms. Et donc je pense que c'est le dernier week-end de septembre, où on a l'ensemble de ces hymnes qui sont repris les uns après les autres. Donc en fait, on a aussi le Rule Britannia, on a le Land of Hope and Glory,
Et donc voilà, finalement, ça fait que ces 4 titres comme ça qui sont considérés comme hymnes britanniques. Et donc dans ce passage, dans ce poème de William Blake, en fait, on parle de Chariot de feu à un moment, et on entend justement la musique à la fin du film. Alors que je voulais dire encore, oui, en fait, le réalisateur Hugh Hudson, c'est pas quelqu'un de finalement très connu. Donc ce film-là, il a plutôt très bien fonctionné. Il a reçu 4 Oscars, même si en France au début, en fait, il n'a pas eu un très très grand succès. C'est un peu un film qui est devenu culte au fil des années. Et en fait, le réalisateur n'est pas trop connu. Enfin, moi, je connaissais aucun autre de ses films. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un one hit wonder comme en musique, puisqu'il a pu continuer à réaliser des films par la suite, donc à trouver des financements. Néanmoins, il n'est finalement connu que pour ça. Et alors, peut-être autre chose aussi comme anecdote, ce qu'on revoit dans le film aussi, c'est qu'il y a ils doivent faire en fait c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Donc dans le Trinity College de Cambridge, il y a une grande cour et les coureurs doivent en fait réussir à faire le tour de la cour avant que le 12e coup de midi ne sonne. Et c'est quelque chose qu'en fait que personne n'est arrivé à faire dans l'histoire, sauf quelques-uns. Et je me demande si c'était pas justement l'un de ces deux sportifs ou les deux. Parce que ce sont des gens qui ont vraiment existé. C'est une histoire romancée, mais ce sont quand même des sportifs qui effectivement vécu dans les années 20, qui ont quitté leur sport dans les années 20. Et quelle est cette distance dans la cour? Dans la cour, je ne sais pas du tout. En tout cas, ils se concurrencent sur le 100 mètres, mais la cour, je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc ça, c'était un film très connu. Alors maintenant, je voudrais aussi vous parler donc d'un film documentaire qui s'appelle Free to Run. Donc, il était quand même bien sorti au cinéma en 2016. C'est réalisé par Pierre Morat. Et en fait, ça parle de l'histoire de la course à pied. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal de prendre ses baskets et de sortir, courir dans la rue. C'est le sport le plus simple, un des sports les plus simples finalement, par lequel les gens qui veulent se remettre en forme commencent souvent. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a, 40, 50 ans, c'était quelque chose de très marginal et les gens couraient dans la rue, ils étaient vraiment regardés bizarrement. Le documentaire raconte comment est-ce que, comment est-ce que tout au long de ces années, en fait, ce sport est devenu si populaire, si marketé par la suite, parce qu'évidemment, il y a des gros intérêts financiers qui sont venus dedans. Mais c'est pas la seule dimension. Ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que à partir du moment où courir est devenu relativement accepté, normal, ça n'a pas été envers les femmes. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, très particulier. Et on interroge justement, donc dans le documentaire, on interroge plusieurs personnes face caméra, et notamment Catherine Switzer. Alors, c'est un nom qui n'évoque sans doute pas grand-chose aux gens. Aujourd'hui, elle a 75 ans. Mais alors, il faut savoir que en fait, c'est la première femme à s'être inscrite au marathon de Boston. Et on est en 1967. Donc en fait, à l'époque, on n'interdisait pas aux femmes de s'inscrire, mais c'est la première fois qu'elle le fait, un peu discrètement au début, mais elle va se faire remarquer en fait pendant la course par des journalistes et par les officiels de la course. Et on va même les organisateurs vont même tenter de l'arrêter, qu'elle ne puisse plus continuer, parce qu'une femme ne peut pas courir, parce qu'alors ça va la masculiniser, parce que soi-disant elle ne pourrait, enfin en tout cas les femmes n'ont pas un corps fait pour cela, etc., etc. Et donc après, elle va pouvoir achever la course, mais donc après ça va faire le tour de la presse. Plus tard, elle va même être disqualifiée, suspendue par la Fédération d'athlétisme américaine parce que cette fédération interdisait aux femmes les courses sur route, et il faudra attendre en fait que le marathon de Boston soit officiellement ouvert aux femmes. Il faudra encore attendre 1972, donc 5 ans plus tard, pour que les femmes puissent s'inscrire. Et pour les Jeux Olympiques, le premier marathon féminin, c'est 1984. Et donc, depuis lors, Catherine Switzer a toujours travaillé pour la promotion du sport, et en particulier pour les femmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Comment est-ce qu'on pouvait... on parle d'égalité homme-femme, etc., sur plein d'aspects. J'avoue que sur le sport et sur la course à pied en particulier, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Oui, c'est choquant. Le niveau d'oppression, il y a à peine 50 ans, est assez impressionnant, je trouve. Parce qu'on est quand même bien longtemps après le droit de vote, par exemple. Les années 60, 70, c'est presque hier ou avant-hier. Oui. Et le fait d'interdire à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'il en est, par exemple, dans les autres pays, si c'était seulement aux États-Unis, ou bien si, par exemple, je sais pas, le marathon de Paris, il a combien d'années? 40 ans peut-être?
Je sais pas du tout. Mais ce qui est intéressant aussi dans le, ce qui est chouette en cas dans le film, en tout cas moi ce que j'ai trouvé, donc évidemment moi je pratique la course à pied, ça ne se focalise pas que là-dessus sur le fait de courir, c'est plus large comme propos, et donc je pense que ça rend ce documentaire vraiment accessible et intéressant pour tout le monde. D'accord. Mais je me souviens avoir vu cette affaire justement de l'empêchement de cette coureuse au marathon de Boston. Il y a même, ça a été aussi immortalisé. Je pense qu'il y a quelques photos où on la voit un peu se débattre. Elle est Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, je pendant revois encore quelques... les images, parce que ça m'avait Ouais. beaucoup marqué quand j'ai vu le documentaire. Effectivement, elle doit s'échapper un peu pour pouvoir continuer sa course, quoi. Ouais. C'est immonde comme enfin de penser de pouvoir on est tous les deux d'avis de coureurs et oui, de penser que quelqu'un pourrait essayer de nous empêcher de courir, c'est dégueulasse. Mais alors pour rebondir justement, ce que tu racontais, c'est vraiment l'impression que Phil Knight donnait dans le livre, c'est que dans les années 50-60, presque personne ne courait, c'était vraiment un sport de marginaux. On se demandait est-ce que ces gens sont bien dans leur tête, Ouais. quel est l'intérêt d'aller courir à l'extérieur. Et je pense que peut-être justement le fait que Nike et Adidas aient commencé à grandir, à peut-être s'intéresser aux coureurs de manière aux coureurs qui couraient pas uniquement sur des pistes d'athlétisme, mais sur du béton, sur l'asphalte. Ils ont aidé à soutenir, par exemple, l'arche plantaire, talon d'Achille, le talon, tout ce qui est vraiment les différentes parties du pied. Ça, je pense que ça a permis à démocratiser le sport aussi. Parce qu'avant, Mhm. ça devait être assez pénible de courir sur autre chose qu'une piste d'athlétisme, sur de l'herbe. Et puis alors, bon, je pense qu'on a passé assez de temps sur nos pieds. On peut peut-être faire ça, se mettre en selle. Et alors, il y a donc ça peut-être une sorte de triathlon dans le sens inverse. Il y a le vélo de Guylain Lambert, qui est un film plutôt une sorte de comédie dramatique. Je me souviens l'avoir vu un petit peu par hasard il y a peut-être 20 ans ou plus. Ça avait marqué parce qu'il y avait notre Benoît Poelvoorde national. Est-ce que tu en as de bons souvenirs, Thibaut, de Ouais, manière je l'ai revu générale? il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Bah, en fait, c'est un film qui est un peu devenu culte, hein. Ça a l'air, enfin, je pense pas que ça fait avec énormément de budget ou voilà. Et je suis pas sûr qu'il s'est fait très très remarquer à sa sortie. Mais en tout cas, surtout pour les gens qui suivent le vélo ou qui le pratiquent comme moi, c'est le film culte, culte par excellence. Alors parce que en fait ça traduit en fait une certaine époque, c'est ça qui est intéressant. Parce que bon, aujourd'hui enfin, on parle beaucoup de dopage, quand on parle de dopage dans le sport, c'est vrai qu'on parle toujours du cyclisme, alors qu'aujourd'hui c'est le sport le plus contrôlé. Et c'est le sport le plus contrôlé parce qu'à une certaine époque, c'était tous les coureurs, enfin tous, oui on peut dire ça, étaient vraiment chargés quoi. C'était normal en fait de prendre des produits. Et à tel point que même dans les courses amateurs, même donc vraiment des amateurs prenaient des produits pour pouvoir faire des résultats. C'est un peu ce que montre le film finalement, puisqu'on donc on voit même des petites équipes, on commence à prendre des choses pour pouvoir. Et alors évidemment c'est le début du dopage, donc il y a des effets secondaires assez importants et visibles, et c'est ce qui permet aussi de. C'est un ressort comique évidemment du film. Mais pour ça, au-delà de l'aspect comédie, qu'on retient peut-être principalement, je trouve que ce côté presque historique est aussi intéressant. Oui, je me souviens de sa tentative de frauder le contrôle antidopage, justement, parce Mhm. qu'il n'avait pas une bouteille d'urine sur lui. Oui, c'est ça, tout à Euh, fait. Oui, et- et puis, alors, parce que du coup, pour contrer tout ça aujourd'hui, bah, je veux dire, on doit voir tout ce qu'ils font, quoi, hein. Je veux dire, les cyclistes, tout ça est vraiment très, très, très cadré parce que, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus, quoi. Et je me souviens il y a sûrement un moment dans le film où il se rend compte que bon, il a un peu le rôle ingrat du porteur d'eau, mais il aimerait pouvoir faire un petit peu plus. Mais son directeur de course, le directeur de son équipe, va essayer de le convaincre de rester parmi les derniers pour être à chaque fois dans le plan de la caméra, parce que c'est assez bon au niveau des sponsors. Bon, le dernier, on s'en souvient assez souvent, parmi les derniers, et tandis qu'au milieu du peloton, on ne le voit pas tant que ça. C'est peut-être un petit peu moins visible. Donc, je crois qu'il y a quelques courses où soit, je ne sais pas s'il se force à être dernier, ou plutôt il rame quand même malgré tout le dopage, terminer la course. Là, je mélange peut-être quelque chose. Ça m'a marqué l'idée d'essayer d'être dernier pour rester visible. Parce Ça que m'a manqué. évidemment, il y a toujours des gros intérêts financiers Ouais. derrière tout ça. Mais, d'ailleurs, c'est un des seuls sports où les équipes cyclistes portent uniquement le nom des sponsors, hein. Ah oui.
Comme ça, à chaque fois qu'on les mentionne, on doit mentionner aussi la marque. Il y aura peut-être bientôt un changement de nom d'un coureur ou d'un joueur pour porter le nom de la marque. Ça Ouais, devrait arriver aussi. bon, toutes les petites équipes de foot, c'est toujours le nom de la ville, du village, mais jamais le nom du sponsor en premier lieu, quoi. Non, c'est vrai. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura un certain Jupiler Mertens ou... Mais là, évidemment, les sponsors, là, c'est plutôt au niveau de la compétition même, puisque ça, oui, ça y revient. Mais pas, en tout cas, pas les équipes. Alors, pour poursuivre sur le cyclisme, moi, je propose un livre qui s'appelle Mort contre la montre et qui est en fait un polar et même une enquête policière. Alors, ça a été écrit par un Mexicain, et étonnamment, parce que, en fait, c'est dans les coulisses du Tour de France. Donc, ce Mexicain, il s'appelle, je vais le lire à la française, hein, Georges Zepeda Patterson. C'est sorti en 2016 chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Et en fait, ce qui se passe, donc là, on est dans un Tour de France. Et alors, plusieurs sabotages un peu étranges ont lieu. Et on a même des morts, si je me souviens. Enfin, au moins un en tout cas, si je me souviens bien. Et du coup, la police doit enquêter. Et elle demande même, en fait, à un coureur d'enquêter de l'intérieur, donc de pouvoir donner au moins des informations. Et ce coureur, en fait, c'est le second de celui que tout le monde voit gagner, qui est le grand favori. Et donc, c'est le porteur de bidon, c'est le second, donc celui pour lequel on demande de sacrifier toute ambition personnelle. Et voilà. Et donc, au départ, sabotage, etc., on se demande un peu qui est la victime. Et puis, finalement, on se demande si la police finit par se demander aussi si pas que la police, mais les journalistes, le favori, si lui-même, ce second, n'est pas le responsable donc de victime. Enfin, victime comme tous les autres coureurs, il passe finalement suspect aussi. Alors, c'est passionnant. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux suspens. Le premier suspense, vous le devinez ici, comme moi, c'est qui est responsable de tous ces sabotages, qui est le coupable. Mais le deuxième suspense, c'est qui va gagner le Tour de France cette année-là. Parce que peu à peu, les favoris ne sont plus en mesure de courir. Qui va gagner? Donc, c'est pour ça que je trouve que ça reste aussi de nouveau un roman accessible à tous. On peut connaître très bien le cyclisme et alors voir certains termes, voilà, certains éléments vont nous être familiers. Et pour d'autres, pour des néophytes complets, ce serait l'occasion un peu de découvrir comment ça se passe. Parce que moi, j'ai trouvé ça, alors peut-être que les grands spécialistes diront que c'est pas tout à fait réaliste, mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé que ça permettait de faire découvrir le milieu du cyclisme, de comment il fonctionne avec les sponsors, ce côté, alors ça semble assez naturel pour les gens qui suivent, mais en fait, les équipes ont souvent un leader et le reste des coureurs doivent se mettre plus ou moins au service du leader et ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils peuvent jouer une carte personnelle. Et voilà, tout ça en fait est illustré dans ce livre, donc je pense que c'est aussi intéressant, pas uniquement pour l'enquête policière, mais sur le monde du cyclisme professionnel d'aujourd'hui. D'accord. Et donc ça a été écrit en espagnol donc, et puis ça a été traduit? Tout à fait, ouais. D'accord, ok. Et comment t'es tombé dessus? Un peu par En fait, hasard? non, c'est un cadeau qu'on m'a fait. D'accord. Et en fait, le livre a eu d'excellentes critiques, en fait. Si on peut le voir, d'ailleurs, bon, évidemment, Actes Sud met ça en évidence, mais il y a quand même plusieurs titres qui l'ont porté. Et donc, voilà, ça s'est fait quand même assez bien remarqué. Et aujourd'hui, il est sorti en poche, parce que c'est sorti en 2016, donc on peut le trouver facilement. D'accord. Et puis alors, on peut peut-être faire une transition un peu plus violente sur le monde de la boxe. Il y a le fameux South of No North, qui est traduit par Au sud de nulle part, de Charles Bukowski. C'est une collection de nouvelles. C'est sorti en 1973 et il y a une de ces nouvelles qui m'a vraiment bien marqué. Ça s'appelle La classe. On va suivre le héros de Bukowski qui s'appelle Chinaski et il va s'arrêter par hasard au nord-est de la Californie. Il tombe sur Hemingway qui est en train de se battre avec quelqu'un sur un ring, un match de boxe. Et l'auteur s'assoit et commence à regarder Hemingway. Il est assez fan de l'écrivain et il va, à la fin de ce combat, il va demander à Hemingway est-ce qu'il peut aussi être son sparring partner pour un match. Lui, donc le fameux Chinaski, il n'a aucune expérience, il n'a par exemple pas de short de boxe, il n'a jamais combattu, mais il est certain qu'il va pouvoir mettre Hemingway à plat.
Donc ils commencent tous les deux avec un premier tour, un premier round. Il se fait étaler par Hemingway parce qu'il est un petit peu distrait. Il regarde un petit peu aux alentours, le public. Il aperçoit quelques jolies filles et puis il était en train de crâner un petit peu pendant ce match. Il a un cigare au bec. Il reçoit, je crois, un uppercut et il tombe à plat. Il demande ensuite une revanche et il parvient là à battre Hemingway, qui chaque fois est sur le point de s'étaler et le fameux Chinaski le punch à chaque fois vers le haut pour le maintenir debout. Donc c'est assez visuel comme expérience. Il demandera ensuite à la fin à Hemingway qui perd connaissance sur le ring. Donc il y a peut-être un esprit revanchard de la part de Bukowski dans le livre. Il lui demandera par la suite si tout va bien et s'il ne va pas se faire sauter la cervelle. Il est assez ironique quand on sait que c'est la manière dont Hemingway a terminé. Mais je me souviens assez bien de cette petite nouvelle-là parce qu'elle m'avait assez bien marqué j'imaginais bien peut-être les abords d'une plage en Californie, un ring de boxe avec une foule qui s'était assemblée tout naturellement et qui avait regardé un grand écrivain se battre et pratiquer le sport qu'il aimait. Et puis le fait qu'un autre écrivain le rejoigne via son personnage inventé. Tout cela est écrit dans une prose assez crue aussi, un petit peu le style Bukowski, mais ça reste une expérience littéraire aussi de voir ce genre de passage-là. Et puis, alors pour le reste, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je voulais juste mentionner 2-3 œuvres continues dans le sport. Il y a le film Björk contre McEnroe, qui était donc un film sur le tennis. C'était aussi une belle rivalité à l'époque. Un film qui vaut le coup. Il est sorti en 2017. Ça avait été bien réalisé. Et puis, plutôt dans le football, on n'a pas du tout parlé de football, mais il y a une série qui se défend un petit peu. Ça s'appelle The English Game, sur le tout début du football en Angleterre. Ça mélange en fait football et Downton Abbey. On voit que le football à l'époque est vraiment le sport de la classe des grands propriétaires. Et il va y avoir une rencontre, évidemment, entre une équipe des grands propriétaires et une équipe ouvrière. Et puis le dernier, c'est Last Dance. Ça, c'est plutôt sur le basketball. Et ça retrace l'épopée des Chicago Bulls avec leurs 5 victoires. Donc, c'est l'époque Michael Jordan. Et c'est une série documentaire avec des images d'archives et aussi des interviews de nos jours. Donc, ça avait été aussi très bien réalisé avec notamment les anciens coéquipiers de Jordan qui étaient aussi invités et quelques discussions avec Michael Jordan aussi. C'était une production Netflix. Et donc, je pense c'est notre dernier tour de piste du coup. On arrive au bout. Est-ce que tu fais des étirements avant de terminer? Ça dépend. En fait, les étirements, c'est devenu un sujet difficile en fait aujourd'hui dans le sport. En fait, avant, on conseillait vraiment, par exemple, après avoir couru, de vraiment toujours s'étirer. Et aujourd'hui, on est un peu revenu là-dessus. Donc, à titre personnel, je reste partisan de temps en temps faire des étirements, oui. Je pense que garder de la souplesse, c'est toujours important dans le sport. Oui, j'avoue que j'hésite aussi un petit peu là-dessus. Alors, j'ai changé d'avis et puis quand j'ai une blessure, je me dis que peut-être que je devrais reprendre parce que c'est peut-être un certain manque d'équilibre entre les différentes parties du corps. Il faudra faire attention à ça. Merci Tib et on discute bientôt dans le nouvel épisode. Merci Max, à bientôt. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.